Sur Walf TV, les titres de ce journal, élection du maire de Guédiawaye, des irrégularités s'invitent au scrutin, le nombre de votants supérieur au nombre de conseillers. Le préfet départemental Seynabou Gueye interdit l'accès à la salle. Le torchon brûle entre l'AFP et la paire à Nguerhor. Les jeunes du parti de Moustapha Niasse fustigent la boulimie des apéristes dans la répartition des postes. En conférence de presse, ils parlent de trahison de la part de leurs alliés et comptent revoir leur compagnonnage avec le parti de Macky Sall. À Sédhiou, les travailleurs du conseil régional en colère. Ils réclament leur salaire et invitent le président Macky Sall à se soucier de leur sort après la suppression des conseils régionaux. L'actualité internationale, ce sera avec nos confrères d'Euronews. Et dans l'actualité sportive, Cheikh Tidiane Gomis nous parlera du match Sénégal-Égypte prévu le 6 septembre, du football tournoi la montée en nationale 1 et de Viet Va Daou avec la Coupe du Monde, la moitié de l'équipe nationale qui est bloquée à Dakar. Dans la deuxième partie, vous aurez votre rubrique Info École, la revue de la presse nationale. Ce sera avec Ndefa Tundiaï en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Élection du maire de Guédiawaye dans la confusion. Le préfet du département Seynabou Gueye interdit l'accès à la salle aux journalistes. L'hôtel de ville de Guédiawaye est placé sous haute surveillance. On nous signale également des irrégularités ont été notées dans ce scrutin car le nombre de votants, 83, est supérieur au nombre de conseillers qui est de 80. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent du divorce qui se dessine entre la paire et l'AFP à Nguerhor. Les jeunes progressistes, au cours d'une conférence de presse, fustigent ce qu'ils qualifient de boulimie dans la répartition des postes après les élections locales. Les jeunes de l'AFP qui se disent trahis par leurs alliés comptent revoir le compagnonnage avec la paire. La correspondance de Tierno Daf. Entre l'AFP et l'APR, le mot trahison a fait son apparition. Une trahison issue des incohérences de l'APR selon l'AFP. Voilà. C'est une trahison. On n'était pas d'accord. Trahison là, et les responsables de l'APR l'ont suivi, en commençant par le ministre qui est mon jeune frère. Youm, je le dis, hein. C'est une trahison. C'est une trahison pure et simple. On a noté des incompréhensions incompréhensibles. Parce que Kaolack, on avait trouvé un compromis pour que l'AFP prenne le conseil départemental et l'APR prend la commune. Mais l'APR a pris la commune le matin et l'après-midi a présenté une candidature contre la candidature de l'AFP. C'est le cas de Guédiawaye où le numéro 2 du parti, El Hadji Malick Gakou, a renoncé à porter une coalition. C'est le cas de Pikine où Pape Sagna Mbaye, maire sortant de Pikine. Après la trahison, place à l'inélégance et à la boulimie affichée par l'APR de Macky Sall. L'APR a présenté un candidat à Keur Madiabel, village natal de Moustapha Niasse. Et dans le département de Nioro, l'APR a gagné le département de Nioro. À Fatick, pour des raisons symboliques, dans le département de Kaffrine, où la présidente des femmes, Matassi Diallo, a réussi à organiser la coalition Benno Bokk Yakaar autour de sa personne. C'est le cas de Kaolack. On pouvait tout prendre, nous, avec une liste de l'AFP. On pouvait prendre la commune et le département. Conséquence de toutes ces trahisons, inélégances et boulimie des marrons, le renoncement à la candidature de Moustapha Niasse est désormais remis en cause
selon les progressistes. La question du renoncement du projet de société de l'AFP dépasse le bureau politique du parti. C'est le Congrès qui doit le régler. Au cours d'une conférence de presse tenue à Ngekor, Mali Gueye et les siens déclarent soutenir et approuver la candidature à la mairie de Guédiawaye de leur camarade Bamba Kane. Mbour Gueye, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. À Thierno Daf, dans la commune de Podor, les partisans d'Aïssata Tall Sall qui attendent ce vendredi le recours déposé par le camp de Racine Sy pour l'annulation des résultats du scrutin du 29 juin invitent les populations à tourner la page des élections. Selon ces derniers, l'heure est au travail pour le développement de la commune. Ndiak Sarr, leur porte-parole, s'entretient avec Aboukana. Maintenant, l'heure est au travail. La politique est derrière nous, la compétition est derrière nous. Donc l'heure est au travail et seul le travail peut amener Podor au firmament du développement. C'est cet appel que je voudrais lancer au nom de la coalition Benno ak Aïssata et particulièrement à tous mes camarades de l'APR. À tous mes camarades de l'APR qui sont avec moi dans le Benno avec Aïssata et à ceux aussi qui sont dans l'autre camp avec Andeli. L'heure est au travail, vraiment je leur lance encore un appel solennel au rendez-vous du travail pour le développement de notre ville. Et on va le finir aussi avec les commissions que l'équipe qui vient d'être installée sera mise en place sous peu. Donc à ce temps-là, on va encore redéfinir aussi tous les grands prioritaires. Mais en l'occurrence, ce sera vraiment l'assainissement et l'éducation, particulièrement la santé, surtout les activités sociales de base. Et on l'a déjà pris en compte, ça est dans le programme, et ça va aussi se finaliser avec le budget, dans le plan d'investissement communal et surtout aussi dans le plan d'investissement annuel. Vous voyez, l'heure de travail, c'est l'appel que je lance à toute la population podoroise, issue du camp de Benno comme issue de l'autre camp. Vraiment, l'heure est au travail pour le bien commun de notre ville, de notre chère ville qui est Podor. Direction Kaolack avec les femmes de la société civile qui se sont fortement mobilisées à la cour d'appel pour le recours qu'elles avaient déposé pour l'annulation de l'équipe municipale dirigée par Mariam Sarr. Selon ces dernières, ni le bureau ni les commissions n'ont respecté la parité. Bint Sarli, leur porte-parole et également présidente de l'association pour la promotion de la femme sénégalaise, est avec Mamadou Martar Sarr. Par le maire, on retrouve une seule femme au niveau du conseil. Le conseil départemental aussi, c'est la même chose. Donc, on se retrouve avec une représentation de moins de 5% sur les listes. Et je pense que c'est une régression par rapport à la démocratie. Nous pensons que la loi sur la parité doit être respectée parce qu'aujourd'hui, c'est une violation de la loi sur la parité, c'est une violation de la constitution sénégalaise, c'est une violation de l'état de droit. C'est pour cette raison que les femmes de la société civile sont fortement mobilisées. Nous sommes mobilisés et nous allons continuer cette mobilisation. Et jusqu'où comptez-vous Donc si on compte aller jusqu'au niveau de la cour de la CEDEAO, porter plainte au niveau de la CEDEAO et engager une caravane de mobilisation et de sensibilisation à travers le pays. La protestation des résultats des locales se poursuit à Nyanga. Les populations de cette localité se disent prêtes à se donner la mort si le préfet s'entête à installer le bureau sans le verdict de la cour d'appel, nous dit Lamine Bayo. La commune de Nyanga est loin de faire l'épilogue sur l'annulation des bureaux de vote par la commission départementale de recensement. Pendant que cette affaire est pendante devant la cour d'appel de Dakar, le sous-préfet de la dite localité a tenu à installer le conseil municipal, situation à laquelle les populations ont opposé un niet catégorique malgré la présence sécuritaire. On dit à affronter qui que ce soit qui voudra monter le bureau de Nyanga. Nyanga ne sera pas monté tant que la justice n'a pas tranché. Le sous-préfet qui est à Simbandi Brassou vraiment veut semer de la zizanie au niveau de la commune de Nyanga. Et nous, on n'est pas prêts pour la violence. Toute personne qui entendra, si les autorités entendront qu'il y a des violences à Nyanga, donc c'est occasionné par le sous-préfet qui vont nous voler
notre victoire et remettre ça à l'appel. On ne l'acceptera jamais. Ils vont marcher sur nos cadavres, mais on n'acceptera jamais ça. Nous sommes prêts à mourir. Les vingtaines de villages que constituent cette collectivité locale n'entendent pas lâcher le combat et par conséquent ont mis en partie l'une de leurs menaces en exécution qui consiste à s'offrir en bouclier humain si le candidat malheureux serait reconduit à la tête du conseil municipal. Sidjou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, merci. Des litiges fonciers nés des gestions gabégiques, c'est ce que le nouveau maire de Sagata a hérité de l'ancien PCR de la localité. Les populations demandent des comptes et souhaitent que leur lanterne soit éclairée. Les détails, c'est avec Achille Nyon. Des attributions de terrain et de parcelles litigieuses, des contentieux en instance, la situation du foncier, une véritable patate chaude que l'ex-PCR de Sagata Sangone Sall a laissé à son successeur Gaïdello lors de la passation de service. Passation de témoins entre ses responsables du MRDS vainqueur lors des dernières élections locales et le député apériste Sangone Sall. Ainsi, beaucoup d'attributions litigieuses de terrain ont été effectuées sous le magistère de Sangone Sall. Des contentieux qui sont devenus un véritable panier à crabes de dossiers inextricables. Par rapport au dossier que nous avons hérité, effectivement, le dossier du foncier est l'un des dossiers les plus importants, où il y a plusieurs contentieux, questions contentieuses. Et par rapport à cela, nous avons décidé de signer l'acquisition de l'accusé du procès verbal sous réserve de faire l'état des lieux et de voir nous-mêmes la situation réelle. C'est pourquoi je vais envoyer des équipes qui vont faire la situation domaniale, essayer d'étudier les dossiers cas par cas, les contentieux cas par cas, et après tout cela, nous allons décider et voir ce que nous allons faire par rapport à la situation. En attendant, la suite a donné à ces événements le nouveau maire qui a signé sous réserve ses dossiers contentieux compte tirer ses affaires au clair. Outre le foncier, la santé, l'éducation, l'environnement et le marché de Sagata constituent les nouveaux défis sur lesquels les populations attendent le nouveau maire. Louga, Achille Nyan, Radio-Télévision Walfadjri. Achille Nyan, je vous l'annonçais au sommaire, les travailleurs du conseil régional de Sédhiou continuent de réclamer leur salaire. Ils invitent le président Macky Sall à se soucier de leur sort après la suppression des conseils régionaux. Ibou Dramé est leur porte-parole. Il est au micro de Lamine Bayo. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui que les exécutifs locaux sont installés dans leur écrasante majorité, nous constatons pour nous en désoler. Ceci malgré toutes les promesses faites par les services du ministère de la décentralisation à l'époque pour tenter de contrer les accusations irréfutables que nous avons portées sur la conduite de cette réforme. Qu'aucune de ces promesses n'est tenue alors que les conseils régionaux ont cessé d'avoir une existence légale depuis la date du 29 juin 2014. Ce qui plonge les travailleurs que nous sommes dans le désarroi le plus total. Ainsi, aussi, après ce constat amer, avons-nous décidé de vous saisir par cette lettre de protestation pour marquer notre opposition à cet état de fait. Vous, en tant que président de la République, gardien de la Constitution, clé de voûte des institutions et garant de la sécurité des travailleurs que nous sommes, pour que des mesures hardies et idoines soient prises dans les meilleurs délais visant à sécuriser et payer à date échue les salaires, ainsi que l'épulement de toutes les dettes sociales, IPRES, Caisse Sécurité sociale. Redéployer tous les travailleurs dans les conseils départementaux et ou communes après. Voilà, c'était Ibou Dramé, le porte-parole des travailleurs du conseil régional de Sédhiou qui s'entretenait avec Lamine Bayo. Tout de suite, le round-up de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères d'Euronews.
Un avion de la compagnie Air Algérie est porté disparu avec près de 120 personnes à bord, dont apparemment de nombreux Français. L'avion avait décollé au milieu de la nuit de Ouagadougou au Burkina Faso et était attendu au petit matin à Alger. Le contact a été perdu 50 minutes après le décollage, alors que l'appareil survolait le nord du Mali. Il a changé de cap à cause d'une mauvaise visibilité. On est sans nouvelles depuis. Alors, s'est-il écrasé? A-t-il été détourné? Pour l'heure, aucune réponse à ces questions. L'appareil appartient à la compagnie espagnole Swiftair et a été affrété par Air Algérie. Certaines sources affirment qu'il s'agit d'un McDonnell Douglas 83, d'autres assurent qu'il s'agit d'un Airbus A320. D'après les premières informations algériens, le reste de l'équipage espagnol. Quant aux passagers, ils seraient de plusieurs nationalités. Selon un représentant d'Air Algérie, il y a 50 Français à bord. À Paris, une cellule de crise a été mise en place. À Taïwan, le douloureux travail d'identification des corps des victimes après le crash d'un avion ce mercredi. Le dernier bilan fait état d'au moins 48 morts, dont 2 Françaises. L'avion avait décollé du sud de Taïwan à destination de l'archipel de Penghu. Les conditions météo étaient très mauvaises en raison du passage d'un typhon dans la zone. L'appareil de type ATR a tenté une première fois de se poser. C'est à la deuxième tentative qu'il s'est écrasé sur des maisons situées à proximité de l'aéroport. Les familles ont été acheminées sur place pour identifier leurs proches. 10 personnes ont survécu à ce crash. Le père d'une des rescapées témoigne. Il dit avoir reçu juste avant le crash un appel de sa fille qui avait réussi à s'extirper de l'avion. Il s'est alors précipité sur place. Il y avait un grand feu, précise-t-il. Les ambulances étaient en train d'arriver. Sur le bord de la route, j'ai vu 2 blessés. L'un des 2, c'était ma fille. Les boîtes noires de l'appareil ont été récupérées. Leur analyse permettra sans doute de dire ce qui s'est passé. Ce jeudi, de nombreux médias sur place s'interrogent pourquoi cet avion a décollé alors qu'un typhon était en train de passer dans la région. Les autorités assurent que les conditions météo n'étaient pas suffisamment mauvaises pour suspendre le vol. Voilà 2 semaines qu'Israël a lancé son offensive militaire à Gaza, une opération appelée bordure de protection. Et à ce jour, le nombre de morts côté israélien s'élève à 32 dans les rangs de l'armée. Un soldat est également porté disparu. 2 civils ont par ailleurs été tués. C'est le bilan le plus lourd depuis la guerre menée en 2006 au Liban contre le mouvement Hezbollah. Israël dit vouloir neutraliser les capacités militaires du Hamas et notamment les tunnels creusés afin de mener des attaques en territoire israélien. Un des porte-parole de Tsahal confiait récemment rencontrer une résistance près de ces tunnels. Par ailleurs, l'Agence fédérale de l'aviation américaine a décidé ce jeudi d'autoriser à nouveau les compagnies américaines à desservir Tel Aviv après une interdiction de 24 heures. N'empêche, le trafic aérien est toujours très perturbé à l'aéroport Ben Gourion. De nombreuses compagnies attendent de voir l'évolution de la situation sécuritaire avant de reprendre leur vol vers Israël. Aux États-Unis, cet homme, Joseph Wood, a été exécuté ce mercredi après-midi en Arizona. Il avait été condamné à mort en 1989 pour un double meurtre. Mais l'exécution de ce prisonnier par injection létale a duré près de 2 heures, alors que d'ordinaire, il ne faut que 10 minutes pour succomber. La gouverneure de l'État affirme que Joseph Wood n'a pas souffert, un avis que ne partage pas l'avocate du condamné qui raconte que son client a suffoqué pendant plus d'1 heure et demie. Cette journaliste a assisté à l'exécution. On était tous très mal à l'aise, raconte-t-elle, parce que ça a duré bien plus longtemps que prévu. On se regardait tous. Il y avait une grande tension. On se disait bien que c'était pas normal que ça dure aussi longtemps. C'est la 3e fois aux États-Unis depuis le début de l'année qu'une exécution se déroule dans de telles conditions. En cause, des produits d'injection apparemment mal préparés, mal dosés. Certains s'en indignent, mais ce n'est pas le cas de cet homme, proche d'une des victimes de Joseph Wood. Vous faites toute une affaire de ces histoires d'injection, dit-il. Permettez-moi de rappeler que le condamné a commis 2 meurtres horribles. Alors au lieu de s'inquiéter des effets des injections, moi je dis, fallait lui mettre une balle. Plusieurs opposants à la peine de mort s'étaient rassemblés devant la prison. Ils ont dénoncé, je cite, le calvaire du condamné. Notre coach maison, Chertidiane Gomis. Bonjour coach. Bonjour Néné Jupiter Ndiaye. Et nous démarrons avec le match Sénégal-Égypte prévu le 6 septembre prochain.
La situation du stade Léopold Sédar Senghor inquiète le monde du football. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye, l'inquiétude commence à gagner les autorités étatiques et du football sénégalais par rapport à la disponibilité du stade Léopold Sédar Senghor qui, je vous le rappelle, est en réhabilitation jusqu'à présent et donc le stade n'a pas encore été livré aux autorités. Et sachez que ce stade va tout simplement abriter le prochain match des Lions le 6 septembre prochain, Sénégal-Égypte. Oui, le match aura lieu là-bas. Et donc, par rapport à cette situation, à nos jours, l'idée de faire jouer ce match hors du pays est plus que d'actualité, selon des sources concordantes. La visite des chantiers du nouveau ministre des Sports cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor permettra d'y voir plus clair dans ce feuilleton. Mais restons avec le problème des infrastructures au Sénégal qui continue tout simplement à vraiment inquiéter le monde du sport. Sachez que l'ancien ministre des Sports, Daouda Faye, invite le nouveau patron du sport sénégalais, Matar Ba, à mettre l'accent sur les infrastructures pour éviter ces genres de situations comme le cas de Léopold Sédar Senghor. Daouda Faye était en conférence de presse. Un accent sur les infrastructures sportives. Et moi, j'avais même suggéré que les grands chantiers du chef de l'État prennent en charge Léopold Senghor et Demba Diop pour que ça aille vite, qu'on mette le paquet. Même avant l'arène nationale, qui, de mon point de vue, n'est pas une priorité. Si les autorités disent que ce sera prêt, moi, je m'en tiens à ça. Et je crois que j'ai lu quelque part que le 30 août, le stade sera livré, le stade Léopold. Le 30 août. Mais c'est quand même proche de septembre. Quand même proche de... Ben, il faut tout faire pour qu'ils réussissent à faire ça. D'ailleurs, on ne doit pas avoir un seul stade pour les compétitions internationales. Il nous faut vraiment... Demba Diop a été un stade homologué pendant des années, avant même Amitié. Bon, maintenant, la question c'est de savoir s'il faut garder le gazon synthétique à Demba Diop, changer et en faire un gazon normal pour pouvoir abriter des compétitions internationales. Football toujours, tournoi monté en National 1, dernier match des quarts de finale cet après-midi. Oui, effectivement, le dernier ticket pour les demi-finales sera attribué cet après-midi. Ce sera par son latéral gauche dans le match qui va opposer l'Université Sporting de Club de Saint-Louis et ADT de Tchonkessil. Le match est prévu à 16h à l'aller. Victoire des Saint-Louisiens 1-0. Génération Foot, US Parcelles Asseni et Africa Promo Foot de Thiès ont décroché leur ticket pour les demi-finales et en même temps, ils montent en National 1. Donc hier, lors des quarts de finale retour, Génération Foot a battu, laminé, je dirais même, la game de Ndofane, 5-0. Agi Goudomp a perdu vraiment sèchement à domicile face à Africa Promo Foot, 4-0. Sporting de Rufisque a été battu par US Parcelles Asseni sur le score d'1-0. Nous terminons par la Coupe du Monde de Viet Vo Dao, la moitié de l'équipe nationale bloquée à Dakar. Oui, effectivement, les choses se compliquent pour l'équipe nationale de Viet Vo Dao qui risque, je vous le rappelle, d'aller au championnat du monde avec la moitié du groupe. Une partie de l'équipe n'a pas pu
n'a pas encore obtenu le visa pour le pays de Marianne, comprenez la France, Paris, où se déroulent les championnats du monde de Viet Vo Dao. Ces championnats même ont débuté depuis le 19 dernier. Et donc, dernière chance pour le directeur technique national Abdoulaye Sène et ses combattants, affaire à suivre. Et pourtant, en milieu de semaine, le directeur de technique national, Maître Sène, c'est-à-dire Abdoulaye Sène, avait vraiment alerté les autorités. Je vous le propose. Il est au micro de Pape Mamadou Sy. Quand même 5 médailles d'or. L'objectif, c'est de tirer au maximum. Et avec les champions qui sont là-bas, on va voir. Voilà, c'était Maître Sène, comprenez Abdoulaye Sène. Donc, le Viet Vo Dao organisé un point de presse. C'était en milieu de semaine et que hier, on attend aujourd'hui, dernière chance, et on saura si nos combattants auront leur visa pour Paris, la France. C'est tout pour le sport. Merci, cher Sidiane. Rendez-vous à 14h pour la version Wolof. Oui, et vous, je vous dis rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres informations. Oui, le vendredi béni. Voilà. En tout cas, merci à vous, cher Sidiane Gomis. C'est avec vous que prend fin la première partie de cette édition. Tout de suite, place à la deuxième partie. Bonjour et bienvenue. Dans votre rubrique Info École, nous parlons de la 3e édition de la Journée de l'excellence de l'inspection de l'éducation et de la formation des Almadies. Une cérémonie qui a primé 200 élèves de différents établissements. Paulé Lebas, la coordonnatrice de l'événement, revient sur le but de la cérémonie. C'est un grand honneur aujourd'hui de booster l'excellence. C'est surtout pour booster l'excellence et donner un exemple des élèves qui ont bien travaillé durant l'année scolaire. Donc depuis 3 ans, c'est la 3e édition que nous organisons au niveau de l'IF des Almadies. Et ça nous permet d'avoir de plus en plus de meilleurs résultats. Nous allons primer plus de 200 élèves aujourd'hui. Donc dans tous les établissements privés comme publics de l'IF des Almadies, nous avons choisi l'excellence. On ne peut pas tout prendre, mais on a pris l'excellence, ça veut dire les 2 meilleurs élèves de chaque établissement. Et ça, du préscolaire au secondaire, moyen secondaire. Donc vous avez vu. Donc c'est une tradition chez nous, ici à l'IF des Almadies. Éducation et citoyenneté, c'est le thème choisi cette année pour l'occasion. Un thème qui vient à son heure selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Ibungiach. L'école a pour principale mission de former des citoyens conscients de leur rôle et de leurs responsabilités, mais surtout capables de s'insérer harmonieusement dans la société au sein de laquelle ils doivent vivre. Et comme on le voit aujourd'hui, les plus hautes autorités de l'État accordent une importance capitale aux valeurs républicaines. C'est pourquoi, puisque la fête est organisée annuellement, le comité a choisi le thème éducation et citoyenneté pour amener nos jeunes élèves à s'approprier de ces valeurs-là. Représentant le ministre de l'Éducation, l'inspecteur d'académie Ngari Faye a d'insister sur la question du civisme dans l'espace scolaire. La question de civisme se pose chaque fois qu'on est dans l'espace scolaire. Parce qu'on est aussi devant des enfants. Parce que l'école, c'est le meilleur espace pour inculquer de bonnes valeurs. Et l'enfance aussi, c'est le meilleur âge pour les acquérir. De sorte que
Aujourd'hui, quand on est en train de fêter les meilleurs élèves de notre système éducatif, dans le cadre de l'IF des Almadies, la question se pose toujours de savoir quand ils seront grands, comment ils vont se comporter. Et c'est là toute la problématique. Le civisme, ce n'est pas des leçons apprises. Le civisme, c'est des attitudes, c'est des comportements. C'est un niveau de responsabilité par rapport à telle ou telle autre situation. Parrain de l'événement, Elhadji Malick Sy se dit honoré par le choix porté sur sa personne. J'apprécie, comme je suis depuis 10 ans dans l'éducation, c'est une sorte de reconnaissance du travail accompli. Donc, je remercie l'inspection d'académie des Almadies d'avoir porté son choix sur ma modeste personne. Le sport était une autre jambe pour permettre l'éducation à la citoyenneté. Pas nécessairement le sport de haut niveau, mais le sport en général. Le sport enseigne d'abord l'humilité, le dépassement de soi, le travail constant pour dépasser ses performances. Donc autant de qualités qu'il faut avoir pour être un bon citoyen. Très contents de leur cadeau, les lauréats disent merci aux parents et maîtresses et promettent de bien travailler l'année prochaine. Merci papa et maman et ma maîtresse. Je vais bien réviser pour préparer l'année prochaine. Merci. Merci pour ce qu'ils ont fait. Je vais bien travailler l'année prochaine. Merci papa, merci maman, merci maîtresse. Je vais bien travailler l'année prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris jeudi prochain pour d'autres infos de l'école. Retrouvez votre rubrique Info École jeudi prochain s'il plaît à Dieu. Le dernier virage de ce 13h, la revue de la presse nationale, c'est avec Neyfatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Walfadjri quotidien entre dans le secret des nominations ministérielles du gouvernement de Macky Sall ce matin avec comme prétexte la bourde du ministre Mbagnick Ndiaye qui a mis à nu les dessous de certaines nominations. Mon confrère Mambiram Watt étudie la marge de manœuvre dont dispose Macky pour les nominations ministérielles. En fait, les Sénégalais ont vu que la formation du gouvernement de Mohamed Dionne s'est effectuée sans que celui-ci ne consulte physiquement ses principaux composants. Eh bien, la raison n'est autre chose que l'essentiel des ministres, en plus de ceux choisis par les partis alliés, lui ont été imposés. Pour ne pas dire impose, le populaire nous renseigne que Macky interdit le folklore dans les passations de service après la bourde de Mbagnick Ndiaye. Loin s'en faut, mes confrères nous rapportent que le président Sall absout son ministre de la Culture et de la Communication et explique son écart de langage. C'était à l'occasion du Conseil des Le Soleil nous fait savoir que Macky Sall a donné des directives en faveur de l'emploi des jeunes. Au cours du Conseil, Direct Info note que Macky sabre dans le baol, en quoi faisant Khassimou Wane de l'ADIE et Dame Diop de Dakar Demdik ont été éjectés. À ce propos-là, se juge que la purge se poursuit et suite aux révélations du colonel Aziz Ndaw, Macky rappelle le général Fall, nous dit le quotidien. À ce sujet, Direct Info nous indique qu'en colonne serrée pour soutenir le colonel Ndaw, les casernes réclament le général Fall à Dakar et nous livrons les bonnes feuilles du brûlot sur la gendarmerie. La Tribune cite dans l'affaire Djombas Diaw, Omar Sarr a failli car il aurait dû démissionner étant le principal auteur, estime le colonel Ndaw. Jour de vérité, marque enquête qui nous parle de l'élection du maire de Guédiawaye qui aura lieu ce jeudi. Pour ce cas précis, la Tribune indexe le jeu trouble de Gakou, raison pour laquelle le journal nous annonce que le Parti socialiste vient en renfort pour Aliou Sall. La preuve,
preuve, Aïda Sow Diawara a été reçu par Macky, le chef de l'État. Macky, à son niveau, brandit des sanctions face à la remise en cause de son autorité dans le choix des dirigeants, selon l'As quotidien. D'ailleurs, il menace de mettre en place des délégations spéciales. Le Sénégal de l'indépendance à nos jours, fouillé par nos confrères de l'Observateur, nous permet de découvrir le pouvoir à l'épreuve de la famille. De l'ombre à la lumière, on voit que la famille du président est en train, depuis quelque temps, de se faire une légitimité au Sénégal, à l'image des démocraties monarchiques qui pullulent le continent. Et l'exemple est donné par mon confrère Yahya Massali dans les colonnes de Walfadjri. Prenant le cas de Simone Hervé en Côte d'Ivoire, l'auteur de l'article reconnaît certes que la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal, Marième Faye non plus n'est pas Simone Bagbo, du moins pas encore, mais attention au syndrome Hervé, prévient-il. Dans sa livraison du jour, l'Observateur nous fait part de confidences que Maître Abdoulaye Wade aurait tenues à ses proches. Laissons-les tenir le procès de Karim, Dieu est le meilleur des juges, dixit le pape du Sopi. Au même moment, le journal nous renseigne que les libéraux, de leur côté, les jeunes libéraux se mobilisent contre une parodie de justice, nous renseigne l'Observateur. En attendant, Direct Info remarque que des observateurs internationaux seront à Dakar dès vendredi pour le procès de Karim Wade. À défaut de faire le procès de l'ex-directeur général de l'ISRA, le Populaire publie l'effarant rapport sur les abus de Macoumba Diouf dans sa gestion 2013. Selon mes confrères, il a dépensé 9 millions de téléphones, 8,5 millions de carburant, 18,20 millions de francs CFA de frais de mission à l'étranger. À cela s'y ajoute 280 millions pour des recrutements dont un seul chercheur. Par conséquent, l'ouverture d'une information judiciaire est réclamée en plus de sa traduction devant la Chambre de discipline budgétaire. Le journal Enquête titre sur un drame qui a eu lieu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Massaer Boy, un étudiant, a été tabassé à mort par un autre étudiant qui a pris la tangente après son forfait. Il a rendu l'âme suite à 2 violents coups de poing qu'il a reçus, explique l'Observateur. Selon le Populaire, l'altercation s'est tenue au restaurant central de l'université hier soir. Libération, de son côté, évoque une mort suspecte suite au décès du capitaine d'un navire espagnol dans sa chambre à l'hôtel Federbe. D'après les informations fournies par l'enquête, la victime avait reçu une visiteuse quelques Santé, Walfadjri quotidien fait une incursion dans le monde des diabétiques pour nous dire comment le sucre leur intoxique la vie. Pour voir là où mène le diabète, il faut chercher l'insuffisance rénale, la cécité, l'impuissance sexuelle et le coma. Pourtant, Djibi Sow, spécialiste en diabétologie, confie dans Walfadjri qu'il y a des personnes qui deviennent diabétiques par traitements médicaux. Sport, l'âge dicte sa loi, titre ou à sport, qui se penche ce matin sur les cas Diouf, Niang, Diawara, etc. qui cherche club pour la retraite, et pour le cas de Sadio Mané au sommet de sa carrière, Stade Quotidien sur son éventuel transfert nous révèle que Salzbourg réclame 13 milliards de francs CFA. Lutte, selon Wasport, Bombardier rejette Yekini. La preuve, Pape Dia, le frère du B52 de Mbour, déclare dans Sunoulamb: la page Yekini est définitivement tournée. Bonne lecture. Bonne lecture et merci Neifa Twingay. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Heureuse de vous l'avoir présenté. Merci à Adjaratou Penda Dialogay et Aïssatou Diagne pour leur appui technique. Merci à Aminata Mbaye côté esthétique, Ousmane Sen pour la réalisation de cette édition. Merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté, paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Je vous retrouve demain à 6h du matin. Mais avant cela, l'information continue sur Wolf TV à 14h. Célina Omarba vous présentera les informations en Wolof. Bon après-midi et excellente suite des programmes avec Wolf TV.